Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube de Paris United. Vous ne pouvez pas comprendre, c'est le titre du documentaire sur Luis Enrique qui est paru hier sur Canal+, hier soir à 21h, ce dimanche à 21h pour ceux qui regarderont mardi l'émission. Et on voulait vous en parler dans un nouvel épisode de PU Décrypte, puisque c'est un format assez rare, hein, plonger dans l'intimité d'un entraîneur, dans les coulisses de son fonctionnement, de son travail, de sa vie privée aussi. C'est assez rare pour un entraîneur de manière générale, encore plus pour un entraîneur du PSG. Donc, nous, ça nous concerne et on voulait vraiment revenir sur cette série qui a fait beaucoup réagir sur les réseaux sociaux. Pour en parler avec moi, Mister Nico Puravo aujourd'hui. Salut Nico. Salut Clément et puis salut à tous. Voilà, voilà. Tu as regardé aussi la série, donc ça tombe bien, on est les deux qui l'avons regardé. Je crois que Jean-Baptiste l'a regardé aussi. Donc on va pouvoir donner notre avis. Avant ça, avant de démarrer sur le sujet, j'espère que vous appréciez le nouvel habillage, hein. On a fait un petit effort graphique pour se moderniser avec des belles couleurs. Voilà, vous allez voir la suite. Et puis on a mis les suites aussi, hein. Nico a le sweat blanc, moi j'ai le sweat noir. Voilà, et on s'est pas synchro, hein. Ouais, on s'est pas du tout parlé sur la tenue vestimentaire, donc n'hésitez pas, je remettrai le petit lien dans la bio pour ceux qui veulent se les procurer avant les fêtes. Et on vous proposera aussi une nouvelle gamme pour Noël, donc voilà, merci pour vos retours. Nico, vous ne pouvez pas comprendre Luis Enrique, la série documentaire hier. Tout d'abord, qu'est-ce que tu en as pensé? Je précise, ça a été diffusé, alors ça a été produit par Movistar et racheté en France par Canal+. Et c'est 3 épisodes de 45-50 minutes, donc vraiment sur la saison 2023-2024. Donc vraiment, on peut se projeter de manière complète sur le personnage. Ouais, j'ai trouvé que c'était vraiment une série passionnante. Alors d'abord évidemment parce que ça concerne l'entraîneur actuel du Paris Saint-Germain, donc forcément on a un œil encore plus intéressé par son fonctionnement et par son quotidien. Et j'ai trouvé que la série était vraiment très bien faite dans le sens où ça mixait bien les parties travail au campus, les causeries, notamment au mi-temps des rencontres, et puis il y a tout un aspect de sa vie privée, du personnage Luis Enrique qui nous permet justement, alors c'est contradictoire puisque c'est le titre de la série, mais justement ça nous a permis, je trouve, de comprendre un petit peu plus qui il était, comment il fonctionnait, comment il vivait aussi le football. Moi c'est surtout ça que j'ai trouvé ça vraiment super intéressant, son rapport au quotidien avec sa fonction, avec l'équipe, avec l'adversaire, avec toutes les données. Je suis un tout petit peu resté sur ma faim parce que j'aurais aimé l'entendre un peu plus parler justement de sa vision du jeu, comment voilà, ce football de possession, comment il le percevait aujourd'hui par rapport au football de transition qui s'oppose un petit peu. Voilà, j'étais un tout petit peu frustré par rapport à ça parce qu'il en parle pas tant que ça finalement. Mais au final, c'est 3 épisodes que on regarde l'un derrière l'autre et qu'on avale vraiment en une seule fois. Et j'ai vraiment trouvé que c'était très 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 réussi. Mm. Oui, et puis c'est plaisant parce que c'est rare des formats comme ça. Et c'est d'autant plus plaisant que on a affaire à quelqu'un de passionné. Alors pour ceux qui ont vu la série, je pense que vous pourrez le confirmer. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, je vous invite vraiment à le faire. On a vraiment, et je pense que c'est pour ça que Nico et toi et moi, on l'apprécie particulièrement le personnage. On a quelqu'un de passionné qui s'investit pleinement dans ce qu'il fait, quitte parfois à très peu dormir ou à vivre un certain temps parce qu'il a vécu un paquet de temps au campus de Poissy. On sent qu'il immobilise pleinement l'outil de travail qui est ce centre d'entraînement, son staff, ses joueurs. Il est convaincu, il a une idéologie ancrée certes, mais elle est présente et il arrive avec passion à la véhiculer à ses joueurs. Parfois, on le voit cette saison, ça bute sur des réalités inhérentes au sport, hein, l'efficacité, le contexte, l'adversaire, etc. Mais c'est quelque chose qui est plaisant. Toi, qu'est-ce que tu as, quelle est la chose qui ressort le plus et que tu as le plus aimé dans cette série? Bah, j'avais pris des notes pour pendant que je regardais. Et il y a un Tu l'as mot que oublié. j'ai tout de suite que j'ai oublié en plus que j'ai pas sous les yeux, mais ça va, j'ai un peu de mémoire. Il y a un mot que j'ai tout de suite noté en fait dès les premières minutes, c'est bourreau de travail en fait. Tu sens qu'en fait, alors on n'est pas habitué à avoir des reportages comme ça sur le quotidien d'un entraîneur, d'un grand club et pendant une année complète. Donc, je pense que la plupart des entraîneurs ont le même rythme. Mais c'est vrai que quand tu découvres ça au quotidien et tu t'en rends pas forcément compte quand tu vois ça de l'extérieur, mais c'est qu'en fait, c'est du 24 sur 24, 7 jours sur 7. Tu sens qu'il y a que ça qui compte. Il y a
ses seuls loisirs, c'est de faire un peu de vélo, mais voilà, il y a pas de temps libre, quoi. Il n'y a pas de période de récupération. Un joueur vient le matin à l'entraînement, l'après-midi, c'est du repos. Lui, bah, il n'y a jamais de repos, en fait. Il se lève foot, il passe la journée au campus football, le soir foot, on voit effectivement, il dort quasiment pas ou très peu. Enfin, voilà, moi, c'est vraiment le mot qui m'a tout de suite marqué. Voilà, c'est ce côté bourreau de travail, quoi. On se rend pas forcément compte quand on est un petit peu extérieur à ce milieu de la charge de travail pour un entraîneur que ça représente. Il y a tellement de choses, en fait, à gérer au-delà de la tactique et de la composition d'équipe qui sont quelque part, j'ai envie de dire, même peut-être juste le socle du travail. Mais après, voilà, il y a effectivement, le travail d'analyse, le rapport au staff, le rapport aux joueurs, le rapport à l'adversaire également, et tout à prendre en compte. Voilà, je m'attendais pas à, alors, une courte partie de son quotidien, évidemment, hein. Tout ça a été coupé au montage, et puis lui-même, je pense, ils ont aussi choisi les images qu'ils voulaient montrer, mais déjà, ce qu'il nous permet de voir, j'ai trouvé que c'était une vie, ouais, c'est costaud, quoi. On comprend pourquoi il y a des entraîneurs au bout de 2-3 ans qui disent qu'ils ont besoin de partir se reposer. Un mec comme Zidane, quand il est parti après le Real, les gens ne se rendent pas forcément compte que, bah, imagine une vie comme ça pendant 15 ans, comme avait pu faire Ferguson à Manchester. On se rend compte qu'en fait, voilà, c'est costaud. C'est très costaud d'être entraîneur d'un grand club. Et en même temps, il y a une forme de franchise aussi dans ce documentaire où il dit beaucoup de choses qui dépassent un peu la langue de bois, enfin qui sortent vraiment de la langue de bois. Quand il dit, voilà, il assume, bon, on parle de la fatigue, il dit on est chanceux, on gagne plein d'argent, on n'a pas à se plaindre. Quand il dit qu'il aurait pu retourner au Barça si les dirigeants n'avaient pas choisi Xavi. Enfin, voilà, il ne cache pas d'ailleurs son attachement à sa région et à son club de toujours, ou presque. Même son rapport aux joueurs, quelque part, les causeries. Moi, j'ai trouvé ça impressionnant, les causeries dans les vestiaires. Enfin voilà, il s'en cache pas quand il. Et je voulais t'interroger là-dessus. Les moments avec Kylian Mbappé sont quand même exceptionnels. Quand il dit à la mi-saison, bon, maintenant on construit plus autour de lui, c'est terminé, et que 2 jours après, et il le sort à je sais plus dans quel vestiaire. Je sais pas si tu as vu la Monaco. tête de Hernandez et d'Hakimi. Ils sont choqués quand dans le vestiaire ils disent qui fouet là. Les mecs ils comprennent pas. Donc non non c'est vraiment impressionnant. Il y a des choses aussi tactiquement qui sont passionnantes et on peut les évoquer parce qu'on analyse souvent les matchs du PSG. Il n'a pas toujours réussi. Bon, on l'a vu en demi-finale contre Dortmund, même si c'est vrai que ça m'a refait mal au cœur de voir le résumé quand je vois les poteaux et tout. Mais quand on voit à la Sociedad le coup tactique enfin, organisé par son adjoint d'ailleurs, il me semble, où il met Dembélé en faux neuf et Barcola à droite, ou la rectification du positionnement de Mbappé avant le match retour à Barcelone, c'est des choses qui marchent illico presto sur le terrain, où non seulement Paris se qualifie, mais en plus il y a des buts sur ces situations-là travaillées. Enfin, tu vas me dire, il est payé pour ça, mais c'est quand même bien de voir un peu l'envers du décor. Alors, ouais, alors après, encore une fois, attention, quand on regarde ce genre de reportage, il y a toujours le petit bémol de se dire, déjà au niveau du comportement face à la caméra, est-ce que le Luis Enrique qu'on a vu, c'est le Luis Enrique de tous les jours, ou est-ce que c'est le Luis Enrique quand il était avec la caméra? Tu vois, il y a toujours ce petit côté. Moi, je pense qu'il est très naturel, même s'il y a aussi, forcément, parce qu'il est suivi par une équipe, il y a aussi un petit côté jeu, il y a un petit côté, enfin, voilà. Donc, il y a déjà un petit bémol par rapport à ça, mais c'est vrai qu'il est captivant dans ses préparations de match parce qu'effectivement, le voir parler, comme tu l'as dit, de la Real Sociedad, d'expliquer qu'ils allaient mettre Dembélé en 10. Et surtout, moi, je trouvais ça incroyable. Il annonce ça le jour du match dans la causerie du matin, personne n'est au courant. Et quand tu sais qu'effectivement, après le soir, ça fonctionne parfaitement, tu te rends compte, tu t'arrives à faire effectivement les parallèles. Et effectivement, tu disais qu'il met un savant après le match de Barcelone en lui montrant que sur le corner, il se place mal. Et du coup, ça donne une situation quasi de penalty parce qu'il y a une reprise au point de penalty par un Barcelonais. Alors le ballon est contré, je crois, mais il dit à Mbappé, c'est pas normal que tu fasses pas les 3-4 mètres pour couper l'angle de passe. Et puis au match retour, tu vois la même situation, d'ailleurs sur la contre-attaque du but, et où tu vois Mbappé qui, pour le coup, bah, les 3-4 mètres, il les fait, il coupe la passe, et puis derrière, ça mène un but. Tu vois, c'est ce rapport. Alors, on voit pas aussi, à mon avis, le nombre de fois où il a peut-être des idées, des consignes, et puis derrière, ça se met pas forcément en pratique. Mais en tout cas, dans ce reportage, ils mettent effectivement les côtés qui ciblent bien, comme le match retour pareil à Barcelone. Ils ont ciblé, je crois que c'est Aruro qui est complètement ciblé, en disant que dans son dos, ça peut être un gros problème pour lui. Et puis c'est exactement ce qui se passe aussi avec Barcola qui part et qui provoque son expulsion. Donc voilà, tu vois l'entraîneur, et ça, moi, c'est ça que je remets même le plus encore dans ce reportage, voir tout ce côté tactique, ce travail
Bon, je comprends que pour des raisons d'intérêt global, il fallait aussi un petit peu élargir, mais c'est vrai que cette partie-là, elle est vraiment passionnante, comme ces causeries. Et c'est là aussi où c'est important pour que les gens, parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas Luis Enrique en ce moment au PSG, qui vont peut-être pas vouloir regarder le reportage parce qu'ils se disent, moi je l'aime pas, mais justement, il faut regarder parce que il va vous donner un autre aspect de sa personnalité, vous allez peut-être mieux le comprendre. Et toi, là, on avait beaucoup vu l'extrait de la causerie de mi-temps, quand il s'énerve à la Real Sociedad et qu'il envoie les bouteilles et tout en gueulant. Et là, dans le reportage, ce qui est intéressant, c'est que tu l'as en entier, la causerie. Ça s'arrête pas juste au bout d'une minute. Tu as 1 minute 45 ou 2 minutes. Et tu vois qu'en fait, derrière, ça monte encore plus en tension, mais dans le côté, maintenant je vous motive. Maintenant, je vous dis que je crois en vous, je sais que vous allez y arriver, je sais que vous pouvez jouer. Et c'est vrai que quand tu regardais la première partie de la causerie, tu disais en fait, il est pourri, c'est un sale type, il va les inhiber complètement. En fait, c'est tout le contraire, parce qu'au bout de la causerie, les mecs, quand ils sortent de là, ils sont gonflés à 2000, parce que, bah voilà, une fois qu'il a poussé sa gueulante, il leur dit ce qu'ils vont faire, il leur dit que voilà pourquoi ils vont faire ça, pourquoi ça va marcher, et pourquoi ça va faire la différence, et pourquoi ils croient en eux. Enfin, voilà, c'était pas en fait une causerie où il est pourri, c'est une causerie où il les surmotive, et à l'arrivée, victoire 2-0. Donc, ouais, c'est super intéressant ces passages-là, carrément. Oui, parce qu'il a une manière de leur dire jouer au foot, si on perd, c'est pas grave, mais jouer comme vous savez faire, comme on l'entraînait, si on perd, c'est pas grave, de toute façon, on sortira et on recommencera l'année prochaine. Donc, quelque part, il enlève une partie de la pression. Et en même temps, je reviens sur ce que tu disais un peu. C'est vrai qu'il ne montre pas non plus énormément d'erreurs manifestes de choses qu'il a travaillées, mais il y a des passages où son adjoint lui montre que Hummels, il fait tout le temps la même chose. Au final, Paris se prend un pion contre par Hummels au parc. Bon, bah, c'est quand même un message où enfin, si tu comprends un peu le foot, tu vois qu'il a un peu merdé là-dessus, quoi. Donc ouais, c'était intéressant. Euh, on voit aussi que c'est quand même au-delà de la dimension entraîneur, c'est un personnage vraiment. Je voulais te lancer là-dessus, épuisant presque, parce que bon, il fait du sport toute la journée. Alors le coup des 30 minutes, je sais pas s'il le tient tout le temps, et le fait que toutes les 30 minutes, il fasse des fentes, des pompes, etc. Mais en tout cas, il fait énormément de sport, ça c'est clair. D'ailleurs, son corps l'indique. Mais, euh, mais surtout, voilà, c'est un personnage qui parle fort, qui est très présent. Euh, Est-ce que c'est bien pour un groupe, ça, tu penses, selon toi, ou est-ce que ça peut être fatigant, ça peut être usant pour des joueurs, pour un vestiaire? Alors, j'ai jamais été sportif de haut niveau, donc je sais pas trop le rapport que tu peux entretenir avec un coach comme ça au quotidien. Déjà, il faut bien avoir conscience que les joueurs, ils passent pas 12 heures avec lui par jour, hein. Les joueurs, ils arrivent le matin à 8 heures au campus, à midi 13 heures, ils repartent. Donc, et puis, c'est vrai que c'est peut-être plus fatigant, je pense, pour son staff que pour les joueurs. Parce que c'est vrai que son staff qui passe beaucoup de temps avec lui, c'est un personnage vraiment atypique, effectivement. Il commence un débriefing vidéo, il y a la montre qui sonne, les gars, désolé, ça fait 30 minutes qu'on n'a pas bougé, allez, c'est parti, on fait 5 minutes de sport. C'est un petit peu déstabilisant je pense que quand tu le connais et tout, pareil, ils ont des passages, il me fait beaucoup rire parce qu'à un moment, il dit, ouais, j'ai jamais pris autant de bides. Il se trouve gros et tout. Après, tu le vois Ouais. torse nu, le gars, je te raconte pas, il est sec comme pas permis. J'aimerais bien être comme lui, je te le promets, hein. Donc déjà, ça m'a fait assez sourire. Il est attachant justement par ce côté hyper actif. Toi, je l'avais dit quand on avait vu les premiers extraits, quand il marche pieds nus sous l'eau sur la pelouse du campus. Il dit ouais, j'aime bien ça, ça me rapproche de la nature. Et puis je me sens mieux. Voilà, moi je trouve que c'est un personnage il a une vraie personnalité. Je comprends qu'on puisse ne pas l'aimer parce que c'est très spécial. Il y en a peut-être qui peuvent penser que c'est surjoué parce que là il y avait les caméras. Moi j'ai le sentiment qu'il est comme ça au quotidien. Et, euh, et après, je sais pas, je pense que si tu montes dans son wagon et qu'il t'emmène avec lui, je pense que plus que te fatiguer, il doit te transcender, ce mec-là. Il doit te motiver en permanence et t'as envie de te dépouiller pour lui. Moi, je te promets, pendant que je regarde le reportage, à un moment, je me dis, mais j'aimerais trop travailler pour un mec comme ça. Parce qu'il m'inspire. Moi, ça m'inspire un mec comme ça parce que il a ses convictions, il a ses idées. Il veut imposer ses idées. Ça te plaît, tant mieux. Ça te plaît pas, c'est ce qu'il y a un moment, tant pis. Et puis si on gagne, eh ben, on est content. Et puis si on perd, eh ben, tant pis, c'est le foot. On recommencera l'année prochaine. Tu vois, je sais pas. Moi, j'aime sa manière de voir un petit peu tout ça. Et j'ai pas l'impression que son staff soit fatigué par lui. Au contraire, on les voit les séquences pareil. Il y a pas mal de séances, je trouve, assez touchantes où ils sont dans les saunas, après ils vont dans les bains d'eau froide et tout. Ils se challengent entre eux. Je sais pas, j'ai l'impression que on dit tout le temps le groupe vit bien, tu sais, pour les joueurs et tout. J'ai l'impression que le staff vit bien quand je vois ces images. Et moi, je sais pas. Après, oui, par rapport à la charge de travail qui t'impose, par rapport à son exigence, peut-être qu'effectivement, si t'es pas préparé à ça, ça peut te fatiguer au bout d'un moment. Mais en tout cas, les, les,
l'heure et demie, enfin les 2 heures de reportage dans mon canapé, moi, ça m'a pas fatigué de voir ça. Ça m'a plutôt donné envie de vivre ce genre d'expérience. Je pense que c'est très enrichissant. Sur la durée, je sais pas. Ouais, d'ailleurs, tu parlais de son staff, du staff qui vit bien. On voit plusieurs séquences où son staff est chez lui et voilà, il partage des moments aussi un peu plus perso et je pense que c'est pas truqué. A priori, voilà, ils sont même plutôt amis. J'en profite de faire une parenthèse pour évidemment apporter notre soutien à l'adjoint de Luis Enrique qui vit une période compliquée. Voilà, comme Luis Enrique quelques années plus tôt, pour d'autres raisons. D'ailleurs, ces événements personnels qui ont affecté la vie privée de Luis Enrique avec le décès de sa fille euh, lié à une maladie, on le voit, ça finit comme ça, le documentaire, c'est presque un peu triste d'ailleurs, c'est touchant. Est-ce que ça, selon toi, moi c'est le sentiment que j'ai, que ça a forgé une carapace, que voilà, ça a créé un personnage parfois un peu distant, et on va parler après des médias, un peu éloigné des gens, parce qu'il se protège. T'as vu combien de fois dans la série il dit moi j'adore qu'on me déteste. J'adore qu'on me déteste, j'ai pas envie d'être aimé, ça m'intéresse pas. Même au caritatif, il dit j'ai pas l'habitude, je préfère qu'on me crache dessus, etc. Enfin, est-ce que ces épreuves-là, ça a pu voilà, le forger un peu? Alors, je pense que quand il dit ça, il est peut-être aussi un petit peu dans la provoque, parce que ça fait maintenant partie du personnage. Luis Enrique, il est comme tout le monde. Je pense qu'il apprécie que son travail soit loué quand c'est du bon travail. Toi, il peut pas être que non plus dans le conflit. Par contre, ce qui est sûr, il le dit à un moment, il y a une question d'un journaliste qui lui dit ce match-là, c'est un peu à la vie à la mort. Et c'est vrai que lui, il a un Ouais, rapport à la mort que il a envie de dire au mec, bah, va, tu sais, c'est ce qu'il répond. Il dit, bah, va dans un hôpital et tu verras ce que c'est que la mort. Effectivement, quand tu perds une enfant comme ça t'amène forcément un regard différent sur ton travail, sur ta vie, sur ta famille, j'imagine aussi. C'est une épreuve tellement difficile. J'ai même été moi assez surpris parce que je trouve qu'il en parle avec une facilité. Alors, ça fait quelques années maintenant aussi, mais il en parle avec beaucoup de facilité. Et il est fort par rapport à ça, tu vois. Moi, la dernière séquence, pour le coup, enfin, j'avais les larmes aux yeux parce que j'ai trouvé ça super émouvant, quoi. Tu vois, les amis de sa fille qui maintenant sont devenus des femmes, ils discutent avec elles de tout ça. Ah ouais, Xana, aujourd'hui ce serait une femme aussi. Enfin, toi, j'ai trouvé ça vachement prenant parce que, alors, en plus, moi j'ai aussi une fille, donc quelque part, peut-être, forcément, tu identifies un peu ça. Et enfin, j'ai trouvé qu'il était très fort par rapport à ça. Et je sais pas si c'est une carapace, mais en tout cas, c'est sûr que il a pas, comme certains entraîneurs ou comme certains joueurs, ce côté qu'est-ce qu'on pense de moi, que pensent les médias, qu'est-ce que je dois dire. Tu sens qu'il en a rien à faire de tout ça. Lui, il est là pour faire ce qu'il a à faire, il a ses convictions, et ça, c'est pour moi une qualité vraiment très importante. C'est aussi pour ça que moi j'aime ce personnage. Alors, on me dit souvent en ce moment sur les réseaux, t'es l'avocat de Luis Enrique, t'es pas lucide. Enfin, moi, je suis prêt à critiquer son jeu sans problème, mais encore, je le dis, ce côté personnage, moi, c'est un personnage que j'aime beaucoup. Voilà, je suis très attaché à Luis Enrique en tant qu'homme, de ce qu'il nous donne à voir, parce qu'encore une fois, je le connais pas dans la vie privée, mais ce reportage m'a donné justement encore plus de conviction dans ce. Voilà, c'est un homme que j'aime bien. J'aime bien ses valeurs, j'aime bien sa manière de voir les choses, et, et même quelque part, j'aime cette voilà, je trouve que ça fait partie de son personnage, et je trouve même que ça lui donne un côté attachant quand tu sais d'où elle vient cette carapace. Elle vient d'une épreuve de la vie terrible, et du coup, moi, ça me donne encore plus envie de l'apprécier. Donc ouais, c'est un. En tout cas, ce passage, comme tu dis, finir le reportage là-dessus, c'est à la fois très fort, et en même temps, ça te met une petite boule au ventre. Tu te dis, ouais, putain, quand même, ouais, c'est dur quand même ce qu'il a vécu, ce monsieur. Donc ouais, ouais, la fin est assez touchante. Il y a un autre volet qui est très intéressant et c'est un sujet qu'on évoque très très souvent avec Luis Enrique, c'est le rapport aux journalistes. Et alors là, j'invite tout le monde au moins pour ça, à regarder la série, parce qu'on apprend plein de choses. On voit comment il prépare les conférences de presse, par exemple. Donc il y a une vraie préparation des conférences de presse. Je pense que certains d'entre vous s'en doutaient, mais voilà, notamment avec PSG TV, donc il a une liste des médias à qui il doit répondre. Bon, concernant la communication du club, il y a évidemment les questions qui sont préparées à l'avance. Il les étudie, enfin il regarde vraiment ce qui se passe. Voilà, quand il y a une question sur Xavi, bon bah il a dit ça je sais pas, je l'ai jamais connu en tant qu'entraîneur. Et puis après il s'adresse aux journalistes avec une certaine franchise. Et justement, je voulais t'interroger là-dessus. Tu dis que tu aimes bien le personnage Luis Enrique. Est-ce que tu aimes bien aussi sa manière de répondre aux médias, aux journalistes, ou parfois
soit dans le je m'en foutisme, soit dans l'ironie, mais voilà, il est pas là pour faire de la langue de bois, quoi, Luis Enrique. Non, carrément. Après, il y a deux aspects dans les réponses, moi, que j'arrive à voir. Il y a effectivement toutes les questions à la con, excusez-moi pour cette expression, où là-dessus, tu sens qu'il fera aucun effort. Voilà. Un mec comme Deschamps, il est capable pendant 1 heure de te raconter tout, mais à la fin, quand tu fais le débrief, tu te rends compte qu'il t'a rien raconté en fait du tout. Luis Enrique, tu sens qu'il n'a pas envie de passer son temps à faire ça et voilà, de faire l'effort. De ce côté-là, quelque part, je trouve plutôt sympathique quand il y a une question qui lui plaît pas ou qui est complètement stupide et qu'il envoie chez le mec. Pour moi, ça me fait même sourire. Par contre, là où je regrette sa communication, c'est quand il y a des vraies questions foot et qu'il est un petit peu sur cette position de dire, bah, comme il avait fait avec Margot Dumont de Canal, je vais pas vous raconter, de toute façon, vous pouvez pas comprendre. Et là, tu vois, c'est vrai que c'est c'est un peu frustrant quand tu sais que ça peut être super intéressant, même si encore une fois, je comprends qu'il ait plus envie. Et puis c'est ce qu'on disait lors du dernier podcast, c'est que un, un mec comme Luis Enrique, il passe 80 fois devant la presse dans la saison. C'est beaucoup trop. C'est beaucoup trop pour attendre de lui des trucs vraiment intéressants. Donc je suis presque sûr que si tu lui disais, bah voilà, tu viens 1 fois par mois devant la presse pendant 30 minutes et puis on va éluder un petit peu tous les sujets possibles, je suis sûr qu'il serait peut-être un petit peu moins dans l'agressivité ou sur la défensive avec la presse et peut-être qu'il serait un peu plus ouvert sur la discussion foot. Mais, euh, mais bon, voilà, quand tu écoutes les conférences de presse de toute façon et même dans le reportage, là, tu entends les questions, c'est vrai que c'est souvent aucun intérêt, tu sais, enfin, qu'est-ce que vous pensez de l'adversaire? Est-ce que c'est important de gagner? Enfin, le mec, tu lui demandes ça 80 fois dans la saison, forcément, au bout d'un moment, il t'envoie un peu chier. Mais moi, j'aimerais quand même une masterclass un jour avec un mec comme ça, comme ont pu faire Bielsa, Guardiola. Tu sais, ils sont sur une scène et puis pendant 2 heures, ils parlent football, ils t'expliquent c'est quoi pour lui le football, la possession, les placements, pourquoi est-ce que ce serait passionnant. Pourquoi Hakimi aujourd'hui, il n'est pas du tout arrière droit, mais il est milieu, voire attaquant. Pourquoi il préfère jouer avec un latéral gauche qui vient s'intégrer dans une défense à 3. Enfin, toi, tout ça, ce serait super intéressant, mais bah voilà, aujourd'hui, il a un petit peu, c'est le côté que j'aime un peu moins chez lui, il a ce côté derrière de dire, j'ai pas envie de perdre de temps à vous parler de ça parce que vous pouvez pas comprendre. Bon, c'est un peu frustrant. Ça me fait rire quelque part, mais ça me frustre aussi un petit peu. Ouais, moi, à titre personnel, il y a quelque chose qui m'a beaucoup fait marrer, c'est son rapport aux adversaires. Alors, je sais pas s'il a vraiment une véritable confiance en son équipe, mais à chaque fois, il y a une forme de supériorité qui est manifestée dans ses propos. Moi, ça m'a marqué avec le Barça, genre, enfin, Xavi, il lui met cher quand même à Xavi, hein, dans la série. Il dit, ah, il fait que de renvoyer, on dirait Eibar, enfin, et les Il joue mecs, comme Neymar, ouais. et les gars, ils disent que c'est un coup tactique, mais ils ont fait que de balancer des ballons. Enfin, voilà, et même dans son vestiaire, alors évidemment, mais quand il dit à la Real enfin, ou contre Barcelone ou contre la Real Sociedad, je sais plus, il dit mais on est 3 fois meilleur qu'eux, etc. Alors ça, je sais pas, je sais pas si ça fait partie de la com sportive vis-à-vis d'un groupe. Je pense que il nous dirait que oui, mais mais voilà. Je voulais te lancer C'est, sur, ouais, tu sais, c'est surtout, ça fait partie de ces entraîneurs comme peuvent l'être Bielsa, Sampaoli, Guardiola évidemment. C'est des entraîneurs qui ont des vraies convictions par rapport à leur vision. Et après, et c'est là où aujourd'hui les gens ont du mal avec Luis Enrique, c'est que quand il t'explique qu'il doit jouer comme ça parce que pour lui c'est comme ça qu'on doit jouer, il va pas ensuite effectivement en changer, il va pas mettre d'eau dans son vin, il va pas. Il est convaincu de ses idées, il pense qu'elles sont bonnes. Alors, effectivement, il faut pas que ce soit non plus quelqu'un qui soit complètement borné, obtus et qui se mette dans un couloir et qui ne change jamais d'idée. Mais moi, je trouve ça bien qu'un entraîneur, il ait des idées de jeu, qu'il ait des valeurs, qu'il ait des convictions et qu'il cherche à les défendre le plus possible. Demain, enfin, un mec comme Guardiola, il a eu longtemps ces idées-là, ça l'a pas empêché un jour de se dire bon bah un mec comme Haaland, il peut nous faire du bien, mais parce que ça a été analysé par rapport à plein de choses. Luis Enrique, je trouve qu'il est un petit peu dans cette même lignée, comme Bielsa. Et effectivement, Bielsa pour moi c'est pas un entraîneur que j'aimerais un jour au PSG, parce que je pense que tu peux jamais gagner avec Bielsa dans un club, parce que mais la vision du football du Bielsa et sa conviction par rapport à sa vision. Enfin, franchement, c'est passionnant des gens comme ça. Passer 2 heures, la masterclass de Bielsa, enfin, tout le monde devrait s'en inspirer. C'est exceptionnel d'avoir des entraîneurs avec de telles convictions et une telle vision. Aujourd'hui, le problème, les entraîneurs, c'est que 90% des entraîneurs, ils sont dans l'effectif, on fait une grosse défense, on se démerde
près devant. C'est des mecs, voilà, moi j'appelle ça des entraîneurs tiédas, voilà, des mecs qui n'ont rien, ils sont. J'aurais pas la prétention de dire que tout le monde peut faire ce qu'ils font, mais voilà, c'est des mecs qui n'ont pas une vision tactique élaborée, particulière. Un mec comme Luis Enrique, voilà, c'est autre chose. C'est autre chose. Alors, je comprends encore une fois qu'on n'aime pas son football, mais par contre, le personnage en lui-même et l'entraîneur, dans ce que ça représente en globalité, je comprends pas qu'on puisse pas être fasciné par ce monsieur-là. Ne pas l'aimer, ok, mais au moins, enfin, pour moi, c'est un personnage qui est fascinant. Mm. Dernière question, après on termine. Il dit en fin de documentaire, enfin non, même, il dit souvent dans le documentaire, on sera meilleur l'an prochain, j'en suis convaincu. Donc l'an prochain, c'est cette saison. Et cette saison, bah, on est un peu partagé parce que tu as les entraîneurs de Ligue 1 qui disent tous le PSG est plus fort que l'année dernière, et tu as les résultats en Ligue des Champions qui ne suivent pas pour l'instant. Est-ce que c'est un peu trop avancé, Luis Enrique? Première question. Et deuxième question, est-ce que, selon toi, Paris doit miser sur lui sur la durée? Ça dépend de ce que tu entends par être plus fort. Le PSG joue mieux cette saison, n'en déplaise à tous ceux qui le critiquent. Le PSG est beaucoup mieux équilibré, le PSG concède très peu d'occasions, le PSG s'en crée énormément, il y a un contrôle sur les matchs qui est très important. Cette saison, à part le match contre Arsenal, moi j'ai pas vu le PSG une seule fois en difficulté par un adversaire. Le PSG est maître des matchs. Donc moi je trouve qu'effectivement le PSG est bien meilleur. Et d'ailleurs il le dit à la fin du reportage, Luis Enrique, la petite parenthèse, enfin le petit clin d'œil, il est pas anodin. Cette saison, en gros, il explique qu'il n'avait pas le contrôle absolu parce qu'il y avait un joueur sur lequel il n'avait aucun contrôle. Il n'avait pas le contrôle de ses efforts défensifs notamment. Et que cette année, par contre, ça allait changer, qu'il aurait le contrôle sur tout le monde. Et, et tu sens qu'effectivement, moi, cette année, je vois un PSG qui est bien meilleur. Après, effectivement, il y a l'efficacité. Mais il l'a dit lui-même, Luis Enrique, l'efficacité, c'est voilà, c'est la fin c'est le chaînon final du football. Il faut marquer des buts. Moi, si tu parles si tu regardes le football par ce prisme-là uniquement, c'est-à-dire la stat des buts marqués, bah, effectivement, le PSG en Ligue des Champions est moins bien. Mais le PSG marque plus de buts que l'an dernier, c'est factuel. Le PSG est une équipe qui se crée le plus d'occasions en Ligue des Champions, qui en concède le moins. Le championnat, franchement, le début, il est quasi parfait. Ouais, le PSG, moi, je trouve qu'il est meilleur que l'an dernier. Par contre, le PSG, aujourd'hui, a un problème d'efficacité qu'il doit régler. Mais ça, c'est l'aspect final en fait. Mais oui, moi je suis d'accord. Après, pour te répondre, est-ce que le PSG doit miser sur la durée avec lui? C'est difficile de te répondre, Clément, parce que quelque part, ça va aussi dépendre un petit peu de la manière dont son projet se met en place. Si dans 6 mois, il n'y a plus un joueur qui est capable de suivre le projet, que tout le monde est rincé, que plus personne n'adhère à ses idées, il y a un moment où malheureusement tu seras obligé de dire, bah, voilà, c'est juste pas possible. Mais s'il continue d'emmener les joueurs avec lui, moi je trouve qu'effectivement aujourd'hui, il n'y a aucune raison d'envisager un départ de Luis Enrique, parce que le PSG est établi, un entraîneur qui a une idée de jeu. Aujourd'hui, pas de raison, là en tout cas maintenant, de dire le PSG ne doit pas continuer sur la durée. Mais ça, c'est les résultats qui te le diront et puis aussi le rapport qu'il aura avec les joueurs. C'est difficile de répondre à cette question. Merci Nico, on a dépassé le format, on avait dit 20 minutes, on est à 28. On dépasse toujours. On en dépasse toujours, mais il y avait plein de choses à raconter. Donc voilà, on espère que ce contenu vous plaira. N'hésitez pas à donner votre avis en commentaire. Comme vous l'avez pu le voir, on fait pas mal de PU Décrypte ces derniers temps sur plein de sujets. On en a fait un sur les corners à 2 avec Yacine, sur l'efficacité, l'inefficacité offensive du PSG. On va en faire aussi sur la dimension économique, la dimension sportive, les supporters, etc. Donc voilà, on va continuer. On va profiter de la trêve pour vous proposer plein de contenus qui vont vite arriver sur la chaîne YouTube de Paris United. Merci Nico, et puis on se dit à très bientôt sur notre chaîne YouTube. Ciao. Salut!